Tu as le droit de rentrer dedans parce qu'en fait, il faut aussi le ressentir, quoi. C'est en allant voir des producteurs qu'on a certaines idées de plats parfois. Je vais faire bosser Emmanuel. Pour moi, c'est intéressant d'aller travailler sur la diversité des céréales qui existent. Pas que manger du pain blanc avec de la farine très raffinée, etc., quoi. Ça m'intéresse que l'assiette puisse être aussi le reflet de ce qui se passe dans les champs. Une manière aussi de passer des messages. Oups! Tout le monde connaît le blé, ouais. Mais il y a plein de gens qui arrivent devant cette parcelle-là et qui me disent « mais c'est quoi? Je reconnais pas, ça ressemble pas à une culture de blé classique. » Comment finalement rééduquer à la proximité du produit de base? On est parti en navigue. Hein. Waouh, c'est magnifique. La ferme, moi je l'ai refragmentée, recréé de la mosaïque de parcelles. Donc là où les parcelles faisaient 10, 15, 20 hectares avant, aujourd'hui elles font plus que 5 hectares. Et chaque culture est encadrée par des haies, des bandes enherbées. Le choix, ça a été de laisser vraiment des espaces de nature. Toi qui es une amatrice du petit épeautre, là tu as du petit épeautre devant toi. Tu l'as reconnu? Oui. Non, tu l'as pas reconnu? Non, sachant que je crois que j'ai jamais... Vu à ce stade-là? Ouais, j'ai jamais vu à ce stade-là. Ce que je te propose, c'est de t'immerger dans le petit épeautre. Tu as le droit de rentrer dedans parce qu'en fait, il faut aussi le ressentir, quoi. On est situé à la ferme du Mont d'Or, donc sur la commune du Tout, en Charente-Maritime. Donc on est dans l'arrière-pays de La Rochelle, à 12-13 km de la mer. La mer, elle est plein ouest, dans cette direction-là. Et la ferme, c'est un îlot de 82 hectares en quelques blocs, qui est l'espace de production de la ferme, et notamment donc, de céréales, de légumineuses et d'oléagineux, protéagineux. Une partie des terres de la ferme, en l'occurrence 23 hectares, ont été rachetés par Terre de Liens. Aujourd'hui, l'actualité paysanne, elle est assez redoutable. On a environ 200 fermes qui ferment leurs portes par semaine. Il y a des enjeux de transmissibilité. Terre de Liens protège des fermes à échelle humaine en rachetant du foncier par l'intermédiaire de l'épargne solidaire citoyenne. Il y a l'assurance que ces terres deviennent inaliénables, ne seront pas construites, ne seront pas remises en agriculture conventionnelle ou chimique. Ça assure le continuum que ces terres elles seront utilisées à des fins d'une production alimentaire avec toutes ces valeurs de respect de l'eau, de l'air, de la planète en général. Ça va arriver à maturité dans combien de temps? Eh bien, courant juillet, fin juillet. Ok. C'est un des ancêtres du blé quand même. Oui, ça, tu connais l'histoire. Ça, je savais. Voilà. Pour moi, c'est une super céréale parce que c'est déjà plus digeste que le blé, surtout si on le cuisine bien. Il faut le faire tremper, bien le cuire, etc. On va aller voir d'autres cultures. On peut aller voir la culture de sarrasin et à côté, il y a la culture de blé ancien. Là, c'est à toi aussi? Ouais, donc en fait, la ferme, c'est tout ce qui était à droite et tout ce qui est à gauche ici jusqu'au bois. Ok. En termes de diversité, donc il y a 15 variétés. 15 variétés de blé là-dedans. Ouais, c'est magnifique. Et ça les couleurs, les tonalités. Ben oui, chaque mélange de blé va être un peu différent. Il y a des années où le blé il est à cette hauteur-là. Moi, j'ai une rotation avec 12 cultures différentes. Ok. Donc, je suis plutôt sur une rotation à 10 ans. Il n'y a pas de blé qui va revenir avant 5 ou 10 ans minimum. La rotation de culture, c'est tout simplement l'idée qu'on n'implante pas la même culture sur la même parcelle plusieurs années de suite. Alors on peut très bien le faire, mais si on le fait, on prend des risques notamment sur les maladies. Donc il y a un choix qui est fait de dire on fait tourner les cultures différentes sur la même parcelle. Et donc dans la ferme, c'est un jeu de chaise musicale, j'ai envie de dire, où on revient sur la même culture dans cette même parcelle tous les 8, 10, 12 ans. Là, du coup, on a une plante de pois chiche qui est au stade floraison, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gousse encore, évidemment. Et bien là, par exemple, le potentiel de floraison, c'est une dizaine de pois chiches, quoi. Moi, c'est vraiment une légumineuse que j'adore. Et en fait, c'est hyper intéressant le pois chiche, parce qu'évidemment, c'est sans gluten, et c'est une farine qui se tient très bien. En graines, je vous disais tout à l'heure, souvent on l'associe dans des plats. En ce moment, on fait une espèce de ragoût aux carottes et poulpe, dans lequel on incorpore des pois chiches. C'est quand même associé vachement à une cuisine du Levant, et en fait on a du mal à se figurer le fait qu'il y ait des cultures de pois chiches en France. C'est pour ça que moi j'adore valoriser le végétal, c'est que rien que dans la famille du végétal, il y a tellement de variétés différentes qui sont hyper intéressantes et qui se cultivent à l'échelle locale. On peut jeter un petit coup d'œil au moulin, il est par là. Hop. On va garder que le petit son. Le petit son qui est un mélange de farine et d'écorce du blé. Tu as besoin de quel élément, quel ingrédient? Alors je vais avoir besoin de farine de sarrasin, ok, allez. de farine de blé,
Ok. Et de pois chiches. Ah, c'est parti, on va cuisiner. Bah, nous, on commande que en vrac. Hein. Enfin, que En grosse quantité, quoi. 10 ou 25 kilos, quoi. Ok. Et là, maintenant, c'est le moment cuisine. Et j'ai envie de te montrer comment nous, on travaille chez Daltil les farines et notamment aussi les pois chiches. On a préparé ensemble une recette avec donc Emilia qui est une sorte de galette à base de farine de sarrasin et pois chiches. Et c'est hyper intéressant de diversifier quand on fait par exemple, je sais pas, des crêpes ou une galette différente ou des petits pains à la maison on n'est pas forcé, on peut toujours avoir de la farine de blé, mais parfois on peut diminuer ne serait-ce que la quantité de farine de blé qu'on va mettre dans une recette et qu'on peut trouver d'autres alternatives à intégrer. Donc on va utiliser donc de la farine de blé. On va ajouter donc la farine de sarrasin. On ajoute de la fécule de pomme de terre, du sel. On y va généreusement. Hop. Petit à petit l'eau. On a une jolie couleur ambrée sur la farine de sarrasin. Est-ce que tu as l'impression que les céréales sont un aliment sous-estimé dans la gastronomie française? Alors oui, je trouve qu'elles sont souvent sous-estimées et que elles ont souvent été connotées comme associées à une cuisine, on va dire, moins prestigieuse que la cuisine de base de gastronomie française, où on a l'habitude de voir une composition d'assiette avec la protéine animale au centre et avec la garniture de légumes à côté, et très peu des plats finalement nourrissants à base de céréales qui sont plus associés à une cuisine du quotidien finalement. Et je trouve que c'est très intéressant de redorer un peu les blasons de ce genre de cuisine et de les amener vers une démarche un peu plus gastronomique, on va dire. Et en même temps, aujourd'hui, on fait une recette du quotidien que tout le monde peut faire à la maison. Là, on a donc les fameux pois chiches qu'on a fait tremper et qu'on a cuits et qui vont nous servir un peu de garniture dans la crêpe. Je trouvais ça intéressant, à l'image de ce qui se passe dans les champs, de faire un plat qui illustre cette complémentarité. Et je pense que contrairement à ce qu'on croit, même s'il peut y avoir une image un peu lourde, etc., au niveau nutritif et santé, c'est intéressant de les associer. Pour moi, c'est intéressant d'aller travailler sur la diversité des céréales qui existent et de ce qu'on appelle aussi les pseudo-céréales, pour montrer qu'en fait, c'est pas que manger du pain blanc avec de la farine très raffinée, etc., quoi. Il y a des alternatives. C'est pas parce qu'on cuisine les céréales qu'on cuisine forcément du gluten. Donc pour moi, l'essentiel, ce serait dans la cuisine de demain et du futur et même d'aujourd'hui, c'est d'aller vers des produits qui sont plus bruts en fait, moins transformés, avec des bonnes farines. C'est pas pour rien qu'il y a pas mal de gens qui sont notamment intolérants au gluten et qui arrivent à manger des blés anciens, des farines de blé anciens, etc. et qui arrivent à les tolérer. C'est que en fait, dans les évolutions qu'il y a eu, ça, tu penses que tu en parleras mieux que moi, mais dans les évolutions qu'il y a eu dans le type de blé qu'on consomme et les types de gluten, on est allé vers des gluten beaucoup plus transformés, raffinés. Et c'est ça le problème. C'est hyper intéressant d'aller voir ce qui se passe, notamment en France, sur le paysage agricole français et territoire français. Et te dire, en fait, avec la diversité de climat, de territoire qu'on a, on serait capable d'avoir une certaine autosuffisance. C'est un pari que d'aller dans cette direction, mais on est très minoritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce discours-là, il est entendable chez les gens un peu convaincus. Il est difficile à faire passer dans l'industrie. Et la majeure partie de ce qui est transformé passe par l'industrie, l'agroalimentaire. Et le consommateur, lui, il n'a plus trop le choix en fait. C'est difficile quand il fait ses courses de savoir cette différence, de connaître, d'appréhender et du coup de faire des choix en bonne intelligence, entre autres parce que l'information n'existe pas, ou trop peu. La cuisson, elle est terminée. On a retourné notre galette. Alors, vous voyez, il y a un côté très doré de ce côté-là. Ce que je peux faire, c'est faire ça, faire des trucs jolis. Ah voilà. bah oui, ça je veux bien. Faire des petites lamelles comme ça. Ok. Les ranger. Ça marche. Du ruban de légumes qu'on va venir mettre par-dessus la galette. Et là, on termine donc par nos fleurs qu'on est allé cueillir dans le jardin. Hein. Oups! J'ai fait de l'escrime.